Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi ? Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent ? Je m'appelle Titiou Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. Si je m'intéresse au sujet des couples et du fric, c'est sans doute aussi parce que je suis à l'âge où les couples se séparent. J'ai même des amis qui ont divorcé. Enfin, les couples se séparent à tous les âges. Mais il y a un moment où la séparation devient un peu plus compliquée que récupérer un t-shirt chez son ex. Certaines de mes discussions avec des amis me rappellent les discussions que j'entendais entre ma mère et ses propres amis quand j'étais petite. Dans cet épisode, c'est Caroline qui a accepté de me raconter ses problèmes avec son ex-compagnon. Elle le dit elle-même, elle n'est pas dans la pire situation. Elle touche une pension dont le montant ferait envie à nombre de mères célibataires et elle le sait. Mais c'est simplement parce que son ex a des revenus très importants. Et ce qu'on remarque, c'est que peu importe les classes sociales, les violences économiques suivent toujours le même schéma. En fin de discussion, elle m'a aussi raconté comment le fait d'être mère avait changé son rapport à l'argent. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu viens témoigner côté séparation, parce que parfois, et oui, ça arrive, et des séparations qui ne se passent pas forcément bien. Bizarrement, mystérieusement, c'est pas bizarrement, ouais. La tienne ne se passe pas très bien. Ah bah non, elle se passe même on ne peut plus mal en fait, mais elle est pas du tout récente en plus, ma séparation, puisque ça fait maintenant presque 5 ans en fait que je suis séparée. Et je suis séparée avec un petit garçon. Ouais. Donc son père et moi on s'est séparés quand notre fils avait 4 mois. Et bon voilà, il y a un tas de trucs qui font que ça se passe pas bien, mais un des trucs qui cristallise, c'est les histoires d'argent et les histoires de pension alimentaires notamment, voilà, qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène et qui, à chaque fois qu'il y a d'ailleurs une tension pour X ou Y raison, paf, on en remet une couche sur... et puis à propos, la pension, voilà. Mais parce que lui te verse une pension ? Alors, lui me verse une pension. Donc, vous êtes passé devant un juge ou pas ? On est passé devant un juge. Vous étiez mariés ou pas ? On n'était pas mariés, on n'était pas pacsés, on vivait ensemble sous le même toit, dans un appartement qu'on avait choisi ensemble et qu'on devait acheter ensemble, mais qu'au dernier moment, il a décidé, mais au dernier moment, la veille de la signature, en fait, d'acheter seul parce que il anticipait que si on se séparait et que comme lui mettait plus d'argent sur l'achat de l'appartement, ce serait compliqué pour lui de récupérer sa part. Enfin, qu'il avait peur que je le spolie, quoi. Donc, c'était déjà l'achat de cet appartement, c'était très, très, voilà. Romantique. Et ça disait long sur ce qui allait se passer après. Et donc voilà, quand on s'est séparés, déjà c'est lui qui m'a quittée, mais la première chose c'est qu'il m'a demandé de quitter l'appartement puisque tu comprends, c'est chez moi. Oui, voilà. Donc je me suis retrouvée à devoir trouver un appart avec mon bébé de 4 mois sous le bras. Et comme à ce moment-là, il se sentait quand même un peu coupable de mettre sa nana et son nourrisson à la porte, il avait fixé une pension. Très bien. Assez élevée. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie. Il bosse dans le luxe, donc il est indépendant, donc il n'a pas un fixe, mais disons qu'à l'époque, il gagnait entre 6 000 et 8 000 par mois, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, il avait décidé de me verser 1 000 € de pension alimentaire. On est passé devant le juge une première fois. Le juge a eu juste à valider en fait ce qui avait été décidé d'un commun accord sur le montant de la pension. Et puis 1 an plus tard, entre-temps, il s'était remaqué, il avait une nouvelle gonzesse, la vie avait repris, la culpabilité plus un poil, et donc du coup, il a trouvé que ça suffisait de me donner autant d'argent. Et donc il m'a annoncé comme ça un peu du jour au lendemain que il voulait descendre la pension, mais alors c'était un peu ridicule. C'est-à-dire que d'un coup, ça devait passer de 1000 à... Qu'est-ce qu'il m'avait proposé ? Je me souviens, c'était un mail, je l'avais reçu, je l'avais ouvert, j'avais hurlé de rire, quoi. On était passé, je crois, de 1000 à 350, quoi. Truc... Ah bah oui. Ah bah d'accord. Donc, non, pas possible, en fait. Donc, juste petit rappel, pour la pension, c'est annexé sur le montant du salaire du papa. Enfin, de celui qui verse la pension, donc en général, plutôt le papa.
Et en plus, elles sont plutôt plus élevées en région parisienne du fait du prix des loyers, de la vie, etc. Donc 350 € pour un enfant quand on gagne 6 ou 7 000 € par mois, ça n'existe pas. En fait, c'est dans ses rêves, quoi. Donc là, ça a été en fait un enfer total. Bataille d'avocats, rebelote le juge, les coups bas, la totale, quoi. Donc lui, il a bidouillé ses revenus pour faire croire qu'il gagnait moins que ce qu'il gagnait. Sauf que moi, je savais que c'était pas ça, mais j'avais pas de preuves, quoi. J'avais pas les moyens de démontrer le contraire. Et puis moi, il m'accuse, encore aujourd'hui, c'était il y a 4 ans, d'avoir escroqué la juge en gonflant, parce que l'avocate m'avait demandé de faire une simulation de ce qu'allait me coûter à la rentrée suivante les frais de nounou. Il se trouve que mon fils rentrait à l'école à ce moment-là, donc je savais pas encore trop ce que ça allait me coûter. Je passais d'une ASMAT à école plus babysitting, donc j'avais pas vraiment d'idée. Donc j'avais fait faire un devis dans une agence de babysitting et je m'étais basée sur ce devis-là, quoi. Et bon, voilà, lui, il m'accuse d'avoir gonflé le devis artificiellement pour faire monter la pension. Voilà, donc finalement, ça prend un temps fou. La juge, elle nous reçoit. Évidemment, on sait pas en sortant du tribunal ce que ça va être. Donc, faut attendre, je me souviens, un été entier avant d'avoir la réponse du juge. Été durant lequel il décide de pas me la payer. En fait, à partir du moment où il a décidé qu'il me payait trop, et qu'il voulait plus me payer ça, il a joué un peu tous les mois à me faire peur, en me la versant pas au moment où il devait me la verser, et en attendant vraiment que je pète, jusqu'à ce que je pète un câble et que je menace de saisir je sais pas quoi, un huissier, un machin, etc. Et puis finalement, avec 3 semaines de retard, il finissait par me la virer ou virer la moitié, mais il a joué à ça pendant, je sais pas, des mois, quoi. Des mois, ça a été ça. Et tous les mois, moi, j'étais dans l'enfer parce que mon loyer, lui, il tombait pile à la bonne date. Tout le reste, ça tombait pile à la bonne date. Et j'avais vraiment besoin de la pension pour faire... pour vivre, quoi. Pour vivre parce qu'un gamin, ça coûte cher, que je mettais quand même un toit dessus de la tête, que je payais des frais de garde, tout ce que ça coûte un môme, quoi. On le sait que ça coûte cher un môme. Et bref, et donc il a joué avec mes nerfs comme ça pendant des mois et des mois et des mois. C'était horrible. C'est vraiment, mais je pense que c'est de la torture mentale de faire ça, en fait. Et puis de mettre l'autre en situation de supplier. Bah oui, de demander, évidemment. Mais là, le rapport de domination apparaît très, très clairement. Il est flagrant, là, le rapport de domination. Et puis, tout ça ponctué de messages du genre de toute façon, tu ne vaux rien sans moi, c'est moi qui paye pour ta vie, sans moi, tu serais dans la merde, t'es dépendante. Je suis féministe, machin, etc. T'as des grands discours sur l'autonomie des femmes et l'indépendance, mais en fait, tu vis au crochet de ton ex, machin, des horreurs, quoi. Et le truc qui te met plus bas que terre à chaque fois, et t'as beau te dire non, c'est des saloperies, ça t'atteint, c'est pas possible que ça t'atteigne pas. Donc voilà. Finalement, mois de septembre, le couperet tombe, on va dire. La juge avait... donc lui, il réclamait une pension qui devait être... Il voulait que je touche... je me souviens même plus ce qu'il avait réclamé, mais c'était ridicule, quoi. Il avait demandé à me verser 250 ou 300 €, je sais plus. Et moi, mon avocate, elle avait demandé 800 ou quelque chose comme ça. Sachant qu'effectivement, il rentrait à l'école, Marcel, mon fils, donc du coup, il y avait un peu moins de frais qu'avant, mais voilà. Et puis, la juge a tranché et j'ai eu 600. Mon avocate était déçue. Moi, j'étais là, moi, juste maintenant, je veux plus qu'on en parle. C'est-à-dire que 600, ok, très bien, vous savez quoi, de toute façon, je vais me démerder. Si ça avait été moins, je me serais démerdée. Je veux juste plus qu'on parle de ça. Je ne veux plus qu'on parle de ça, je veux qu'on me lâche avec cette histoire de pension, etc. Et j'ai cru naïvement qu'on n'en reparlerait jamais. En fait, non. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, à chaque fois que y a un conflit entre nous, mais des fois, des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, t'as oublié les gants pour aller à la patinoire. Oui, la pension, quoi. T'es là, mais c'est quoi le rapport? Voilà. Et ça reste encore aujourd'hui il essaye, quoi. Son moyen de garder le contrôle sur moi, en fait. Je crois, c'est surtout ça. Mais est-ce que c'était déjà le cas avant, quand vous étiez en couple? Complètement.
en fait. Et tu t'en rendais compte à l'époque ou pas ? En fait, il y a toujours eu cette histoire de thunes entre nous. Ça a toujours existé. Et c'est Parce qu'il gagnait plus que toi. Alors au début, pas du tout. Ah. C'était le contraire. Au début, quand on s'est rencontrés, il était au chômage, il avait pas de boulot, il avait pas un rond, il avait même pas d'appart. Quand on s'est rencontrés, il est venu, il habitait chez moi direct, il squattait, enfin, ça faisait 4 mois qu'il squattait chez des gens à droite à gauche. Et moi, j'avais un appart, je gagnais pas des milliers de cents, j'étais au début de ma carrière et tout, mais bon, je gagnais ma vie, quoi, et voilà. Et puis, ça s'est renversé très vite, en fait. Très vite, il a trouvé un boulot, et il a trouvé un boulot dans lequel on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, faisais un boulot dans lequel on gagne pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et surtout, on avait un rapport à l'argent qui était diamétralement opposé dès le début. Je pense qu'on a tous un rapport un peu chelou à l'argent, tous. Moi, mon rapport chelou à l'argent, c'est que j'en ai rien à foutre de l'argent. Enfin, vraiment, c'est quand j'en ai, je le dépense. Quand j'en ai pas, je fais 100, mais je le dépense aussi quand même un peu. Et ça m'intéresse pas, et j'ai jamais été capable, par exemple, de négocier mon salaire correctement, ou enfin. T'es une femme. Voilà, c'est ça, ce gros cliché-là. Je connais tellement de nanas qui sont contre le fric avec l'argent. Je suis tellement, enfin bon, moi pas du tout. Enfin ouais, j'ai pas ça. Et donc j'en gagnais quand on s'est connus. C'était il y a 10 ans. J'en gagnais pas des masses et je m'en foutais. Enfin voilà, le peu que j'avais, ça allait quoi. Et lui, il était plus dans vouloir mettre de côté, épargner. Et lui, c'était pas tellement épargner, c'était en avoir pour en avoir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, son échelle de valeur, c'était l'argent. Je me souviens que parfois, il me disait, ouais, j'ai rencontré telle personne, une nouvelle personne, tu vois. Et puis, au lieu de me dire, ah oui, ça, c'est quelqu'un comme ci, comme ça, il a tel trait de caractère, c'est ça ses valeurs, enfin, voilà, il me disait, il gagne tant. C'était sa façon à lui d'évaluer la personne qu'il rencontrait. Il gagne tant. Voilà. Il a une maison à tel endroit. Il roule dans telle bagnole. Machin, etc. Ça m'exaspérait. Moi, j'étais à l'opposé de ça. Mais bon, comme on avait plein d'autres trucs en commun, du coup, ça, je le mettais un peu sous le tapis, quoi. Mais alors, ça se passait comment pour gérer l'argent du couple quand vous étiez ensemble ? Vous aviez un compte commun, chacun mettait autant, un des deux mettait plus ? Pendant très longtemps, on n'a pas eu de compte commun. C'était chacun son truc et on voyageait pas mal. Et les comptes d'apothicaire de 3 francs 6 sous, t'as payé le coca, t'as payé le coca, moi je paye ceci, machin, et là, enfin c'était un peu pénible. Et j'étais toujours un peu celle... Enfin, voilà, je me souviens, je sais pas combien de voyages où, en gros, il me reprochait de me payer mes vacances. Alors, parce que c'était pas le cas, mais c'est vrai que il m'avançait le billet d'avion, je le remboursais en 3 fois, mais bon, il me redisait, hey, t'oublies pas, machin, tu me dois encore tant pour le billet d'avion. Enfin, c'était toujours comme ça. Et donc, vous faisiez 50-50 ? À l'époque, avant qu'on emménage dans cet appartement qu'il a acheté, on était dans un appartement dans lequel on était locataire. Et j'avais insisté, mais je pense que c'est vraiment parce que j'avais insisté, pour qu'on paye un peu au prorata de nos revenus. Ouais. Mais il avait fallu que je me batte pour ça, pour qu'on paye au prorata de nos revenus. Et clairement, il payait plus que moi. Voilà. Quand on a emménagé dans cet appartement, donc qu'il a acheté avec avec son argent, l'argent de sa famille. Moi, je lui ai dit, alors bon, évidemment, j'étais vexée déjà, vote de défiance de ouf, genre je veux pas acheter avec toi, donc déjà j'étais mal, et je lui avais dit, je te préviens, je vais pas te payer de loyer, quoi. Évidemment. Je suis pas ta locataire, on est bien d'accord, quoi. On est pacsé, machin, on est ensemble depuis 5 ans, je vais pas te payer le loyer, donc tu veux pas que j'achète avec toi, ok, mais moi je vais pas t'aider à rembourser les traites de ton appartement, c'est hors de question. Donc, le deal qu'on avait fait à ce moment-là, c'était je payais tout ce qui était les frais courants, c'est-à-dire l'électricité, la bouffe. Oui, mais alors, si je peux me permettre, pour avoir travaillé le sujet maintenant, c'est là où réside l'arnaque. Ah bah oui. C'est-à-dire que lui, à la fin, il a un appart et toi, t'as des sacs plastiques vides, quoi. C'est ça. C'était ça, mais je le savais, hein. Mais c'était et non seulement c'était ça. Non seulement lui, il épargnait parce qu'il venait d'acheter un truc en plus qui a pris une valeur de ouf dans le 18e. Et moi, je payais les factures d'électricité, je me faisais avoir. Mais en plus, régulièrement, quand on s'engueulait, il me disait tu vis à mes crochets, quoi. Parce que tu me payes pas de loyer. Et alors, je t'héberge, voilà. Et il parlait de ça avec ses copains qui lui disaient, il me disait, ouais, mes copains, ils trouvent pas ça normal, que tu vives gratuitement ici. Je disais, mais je vis pas du tout gratuitement.
Enfin, en fait, les 400 balles de Monoprix, les machins, les 100 balles d'EDF, etc., c'est moi qui les paye. Je suis pas gratuitement ici, quoi. Mais voilà. Donc non, le déséquilibre entre nous et cette histoire d'argent et de pouvoir. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Enfin, en tout cas, pour les gens qui l'envisagent comme ça, quoi. Il n'y aurait pas eu un moyen, une organisation que vous auriez pu mettre au point ou en parler vraiment sur ce que l'argent représentait pour chacun pour que ça se passe bien? Je pense que dans un monde idéal, ou même pas forcément dans un monde idéal, mais dans un couple à peu près sain, c'est possible. Je suis à peu près sûre que c'est possible. Là, dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire ma relation avec lui, non. Enfin, je veux dire, il y avait rien qui aurait pu régler ça. On avait vraiment des façons de gérer l'argent tellement différentes. Et c'était tellement... Je crois pas qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente. Et du coup, est-ce que tu en tires des leçons sur comment mieux s'organiser une prochaine fois avec quelqu'un d'autre? Alors déjà, la première leçon que j'en tire, c'est ne pas être avec quelqu'un qui a une vision et un rapport à l'argent diamétralement opposé au tien. Ou alors en parler direct et mettre les choses à plat. Mais franchement, je trouve que c'est on n'y pense compliqué. pas dans les critères. Bah non, amoureux. mais il y a quand même 2-3 trucs, moi, je dis qu'il aurait dû me mettre la puce à l'oreille. En fait, je l'avais, c'était plus une puce que j'avais dans l'oreille, c'était un machin, quoi. Mais je savais qu'il y avait un problème autour de cette question de l'argent. Après, quand on est en couple et qu'on est amoureux, on n'a pas envie de remettre tout en question sur ces trucs-là. Mais aujourd'hui, je pense que je serais plus attentive sur moi, quelqu'un qui juge les autres à l'aune de ce qu'il gagne. Je dis pas que mon rapport à moi, à l'argent, il est sain. Il est sans doute, il s'est assaini, de fait. Mais voilà, j'ai mes névroses autour de la thune. C'est clair. Moi, ça me brûle les doigts. L'argent, je le gagne, je le dépense, je dépense. Voilà. Mais voilà, je peux pas être avec quelqu'un pour qui c'est une valeur fondamentale, l'argent. Parce que pour moi, c'est aussi un peu une histoire de morale et de politique. Pour moi, c'est pas une valeur fondamentale, l'argent. Dans ma vie, c'est pas une valeur fondamentale. Mais oui, en fait, derrière, ça révèle quand même toute une échelle de valeurs générales et de rapport à l'humain et à ce que tu fais primer, qui est très différent. Très, très différent. Tu te retrouves mère célibataire, donc de fait, j'imagine que tu as dû changer ta gestion de l'argent. C'est ça qui change diamétralement ton rapport à l'argent. C'est que tout d'un coup, tu es responsable de quelqu'un. Voilà. Et ton argent, c'est plus juste si j'en ai pas, je boufferai des pâtes et machin ou quoi. C'est fini ça. Donc il en faut, parce que la cantine, les machins, c'est tous les mois. Donc moi maintenant je ne suis plus jamais à découvert. Ça n'existe plus. Bon, j'ai aussi que parce que je suis toute seule, ma famille m'a un peu aidée. Enfin voilà, j'ai conscience de pas être du tout dans une situation compliquée de ce point de vue-là. Il y a des femmes pour qui c'est dramatique. Moi, ce n'est pas dramatique. C'est chiant, c'est une question, mais c'est pas dramatique. Mais clairement, je fais plus attention. C'est con. Tu fais un budget maintenant? Non. Non, toujours pas. Non, mais tu sais, les sorties. Incapable. Tu sais, la cantine, ça va te coûter tant. Non, ce que j'ai fait, alors c'est con, mais pour moi, c'est un pas de géant. C'est que j'ai installé une appli depuis quelques années maintenant qui me fait le budget. C'est-à-dire qu'il me dit, balance, t'as dépensé tant, c'est le logement, machin, etc. En fait, qui me fait tous les jours, je reçois, alors je l'ouvre pas tous les jours, en vrai, mais bon, si je veux, je peux regarder tous les jours avec un petit camembert. Alors là, on est le temps du mois, t'as dépensé tant de pourcentage de ce que t'as dépensé, tu l'as dépensé en logement, tant en transport, tant en bouffe, tant en loisirs, tant en machin. Ta balance, t'en es là, t'as gagné tant, t'as dépensé tant, etc. Sur 3 mois, t'es déficitaire ou t'es machin, enfin, tu vois. C'est vachement bien, ça. En plus, pour les indépendantes comme nous, c'est trop bien. Ah bah, c'est l'appli qui m'a sauvée. Je sais exactement ce que je dépense, comment je le dépense, etc. Du coup, je peux continuer à ne pas faire les comptes. Parce que je suis allergique à ça. Mais de fait, ils sont faits. Parce que de fait, ils sont faits. Mais moi, mon premier truc de rapport à l'argent qu'il fallait que je soigne, entre guillemets, et j'utilise ce mot-là à dessein, c'est mon rapport au salaire. Parce que pendant très longtemps, je ne vérifiais rien de ce qu'on me versait.
Oh là là, oui, moi j'ai fait ça il y a pas longtemps. Je sais, ils m'ont jamais payé en Et fait. voilà, et je pense que j'ai des tas, parce qu'en plus j'ai plein d'employeurs différents, je sais pas combien j'ai eu d'employeurs en 15 ans, mais un truc de fou, quoi. Je pense que tous cumulés, ils me doivent des centaines et des centaines d'euros. Je n'ai jamais... J'ai eu cette conversation avec ma sœur là, il y a une semaine. Elle me dit, mais moi, tous les mois, je repointe sur mes bulletins de salaire... tout, je vérifie tout, le 13e mois, les congés, les machins, et tout. Je fais, mais t'es une dingue, mais j'ai jamais fait ça. Elle me dit, t'as jamais fait ça? Mais moi, je le fais. Je dis, mais jamais. Moi non plus. Bon. Et puis, si on me proposait une mission avec un tarif tout pourri, j'osais pas dire non. Parce que, on refuse pas de l'argent, enfin, on refuse pas du travail, quoi. Et donc, ok, j'accepte le tarif tout pourri que tu me... Voilà. Mais ça change. Ça change. Ça change. Maintenant, je sais ce que je vaux, je sais ce que vaut mon travail, je sais que si on me propose une pige et qu'elle est mal rémunérée, soit je la refuse, soit je la négocie. Tu vérifies qu'on te paye après. Pas toujours super... voilà. Si, j'ai un cahier dans lequel je pointe les piges qu'on m'a payées, mais par contre, je vérifie pas... tu vois, qu'ils n'ont pas oublié la prime et le 13e mois. Ça, je continue pas à le faire, quoi. Mais ça, je sais même pas ce que c'est. Écoute, je t'assure, il y a des tas de gens qui font ça. Ben ouais, mais ces gens ont raison, quoi. Mais moi, je peux pas. Moi, j'aimerais être comme ça. T'imagines la charge mentale en plus? Si tous les mois, tu dois éplucher tes trucs et mais c'est une charge mentale qui t'apporte quelque chose. Plutôt que de se faire flouer. Et en plus, moi, je sais même pas si je me fais flouer, c'est pire. J'ai vaguement la sensation qu'on me vole de l'argent. Mais en vrai, ça se trouve, c'est de la paranoïa pure. C'est pire de vivre dans une espèce de brouillard paranoïaque. Genre, je suis sûre, machin, tel magazine, j'avais fait une pige en 2009, ils me l'ont jamais payé. Enfin, non mais... Puis après, il y a des prises de conscience qui... Enfin, voilà, on s'éloigne de l'histoire du couple, mais il y a aussi le fait que quand tu prends conscience qu'en tant que femme, dans la société, on passe la vie, tu passes ta vie à te la faire avoir à l'envers, et surtout dans le monde du boulot, etc. Un des premiers trucs sur lesquels tu redresses un peu, c'est justement cette histoire de l'argent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu te dis, mais non, en fait, c'est peut-être pas super normal qu'on me paye pas bien, donc c'est peut-être pas... Voilà. Mais ça a rien à voir avec mon fils ou le couple ou quoi. Mais c'est vrai que ça aussi, ça a dû contribuer à ce que je sois plus attentive à Je pense que ça a à voir avec le couple dans la mesure où les femmes n'ont pas le même rapport à l'argent et que ce rapport-là fait qu'en général, on se fait arnaquer quand même. Que ce soit dans le couple, dans le milieu professionnel, etc. Ah bah ouais, non mais ça, voilà. Et ouais, pour en revenir sur mon histoire de séparation, ce qui est dingue, c'est que je pense que dans sa tête, à lui, l'histoire, c'est toujours, j'étais avec une femme qui gagnait pas assez d'argent, parce que pour lui, c'était une marque de honte, en fait, le fait que je gagne pas plus. J'ai eu des périodes de chômage quand on était ensemble, où limite, il me regardait pas, quoi, tellement c'était la honte, quoi, que je bosse pas. C'était bien, mon estime de moi aussi, ça. Et je gagnais pas assez d'argent à ses yeux. Je gagnais pas assez d'argent. J'étais pas à la hauteur, quoi, parce que je gagnais pas assez d'argent. Et d'ailleurs, c'est un peu drôle, mais la femme qu'il a épousée après, c'est une femme qui est très, 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 très riche. Voilà. Donc, bon, voilà. Je sais pas. Les choses se sont remises comme elles auraient dû être depuis le départ. Je pense je crois que quand il m'a rencontrée, il a dû se dire, peut-être que celle-là, elle va gagner de l'argent un jour. C'est peut-être un bon cheval. Manque de peau, non. Et puis après, il va y avoir la façon dont il élève notre fils aussi. Ça, c'est une autre histoire de gestion de l'argent. Parce que moi, je fais attention. Mon fils, je lui fais des cadeaux, je lui paye des trucs et tout, mais il y a aussi des moments où je lui dis ça suffit maintenant. Je t'ai déjà acheté un truc pas de patrouille la semaine dernière, on va pas en remettre un cette semaine. Et comme son père, il le voit une fois tous les 15 jours, il revient systématiquement avec la dernière paire de baskets hyper chère à la mode, machin, un énième jouet télécommandé super cher, machin. Ça aussi, ça a été plusieurs fois des trucs de friction. Je lui dis, en fait, arrête. Tu vois, parce que c'est pas bon pour l'éducation de notre fils que de lui faire croire qu'on peut s'acheter toutes les semaines des paires de baskets super chères. Surtout qu'il a 4 ans, donc c'est un peu ridicule quand même. Il les a même pas réclamés, les baskets, tu vois, donc voilà. Et puis 2, moi derrière, quand il me demande
que je lui achète des baskets ou des machins ou des trucs et que je lui dis non parce que non seulement je ne veux pas mais que je ne peux pas toutes les semaines lui acheter ça, moi, il comprend pas. Et il comprend pas pourquoi je peux pas. Oui, mais papa, il peut. Oui, mais papa, il peut. Mais alors ça, je lui ai dit, mon fils. Je lui ai dit, tu sais, papa, il est riche. Voilà. Papa, il est riche. Donc, si tu veux, tu veux plein de trucs, tu vas demander à ton père. Mais moi, je peux pas payer. Mais quand mon fils a été, je sais plus, il m'a fait une phase. Quand les Autolib existaient encore, moi, je me déplaçais pas mal en Autolib avec mon fils dans Paris. J'avais pas de voiture. Et un jour, on monte dans l'Autolib, je l'installe à l'arrière et tout. J'avais un petit siège auto portatif là. Et il me dit, maman, pourquoi on n'a pas une grande voiture? Elle est trop petite, cette voiture. Mais je lui dis, mais t'as besoin de quoi comme taille de voiture, toi? T'es bien, vous êtes deux. Voilà. Ouais, mais papa, il a une grande voiture. Voilà, il a un grand appartement. Nous, on vit dans un petit appartement. Enfin, voilà, c'est chaud aussi, ça, quoi, de voir la différence entre, dans les yeux de son fils, quoi, qui te rappelle, sans évidemment aucune malice ni quoi, que papa, il vit un peu dans le luxe et que toi, c'est pas, c'est pas mais la même, tu ne quoi. dis pas justement que tu le raccroches à un truc plus réel, plus... En fait, non, la majorité des gens, c'est pas la grande voiture, le grand appartement. Ça, c'est plutôt sain. Surtout, j'essaye à chaque fois de lui expliquer que c'est pas ça qui est important. Que c'est pas une grande voiture et un grand appartement qui est important. Que nous, ce qui est important, c'est que dans la petite voiture, on rigole vachement et on chante des chansons. Et que si elle était plus grande, on rigolerait pas plus et on chanterait pas plus de chansons. Enfin, voilà. Et que dans l'appartement, il est peut-être pas très grand et maman, elle dort peut-être dans le salon, mais qu'est-ce qu'on se marre et qu'est-ce qu'on fait des câlins dans le lit et le chat, il est content aussi. Enfin, voilà. Donc, j'essaye à chaque fois de remettre le curseur sur les choses qui, moi, me semblent importantes, quoi. Ne pas laisser l'argent définir les choses qui sont importantes, tout en gardant conscience des réalités économiques. Vaste programme. Après le cas concret de Caroline, on verra dans l'épisode suivant ce que dit exactement la loi sur les séparations et ce qui se passe réellement dans la plupart des cas. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.